Margaret Campbell, la duchesse d'Argyll, avait tout, la beauté, la richesse et une place au cœur de l'élite britannique. Mais elle cachait un sombre secret qui pouvait tout détruire. Soupçonnant sa femme, son mari a forcé un tiroir verrouillé et a fait une découverte qui l'a profondément choqué. Ce qu'il a découvert allait déclencher l'un des scandales les plus notoires de la Grande-Bretagne, un scandale qui poursuivrait Margaret jusqu'à sa tombe. La femme qui deviendrait un jour la duchesse d'Argyll est née sous le nom d'Ethel Margaret Wigham, le 1er décembre 1912 à Newton Mearns, une petite ville du Renfrewshire dans l'ouest de l'Écosse. Son père était George A. Wigham, un homme d'affaires prospère qui fut pendant de nombreuses années le président de la Celanese Corporation, une entreprise à la fois britannique et nord-américaine qui se spécialisait à l'époque dans la production de matériaux synthétiques à partir de substances comme la cellulose. La famille avait été bien introduite et aisée grâce à cela, même si elle n'était pas extraordinairement riche selon les critères actuels. La mère de Margaret était Helen Mann Haney. En grandissant, Margaret a étudié dans des écoles privées et pensionnats à New York et en Écosse, suivant les intérêts commerciaux familiaux aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Cela comprenait environ 14 ans à la prestigieuse Hewitt School, dans l'Upper East Side de Manhattan. Sa famille voyageait beaucoup et ils aimèrent passer leurs vacances en France et dans des endroits comme l'île de Wight. C'était une éducation cosmopolite, bien que pas entièrement heureuse. Le mariage de ses parents était tendu à cause des nombreuses liaisons de George, et sa mère utilisait souvent Margaret comme médiatrice lors de leurs disputes. Le chaos du mariage de ses parents a marqué Margaret et a façonné le reste de sa vie. Des années plus tard, les biographes établiraient un lien direct entre son enfance brisée et les scandales qui ont fait sa réputation sulfureuse. La controverse autour de Marguerite n'a pas débuté lorsqu'elle était duchesse. Elle a commencé à l'adolescence avec une romance interdite et un secret jalousement gardé. Même avant ses années de débutante, la beauté et le charme de Marguerite attirèrent une succession de prétendants riches et bien introduits. Derrière le glamour se cachait un goût croissant pour le risque, et une romance adolescente allait changer sa vie à jamais. En 1928, lors de l'un des séjours de sa famille sur l'île de Wight, elle entama une relation avec David. Niven, une personnalité qui allait devenir un acteur célèbre et remporter un Oscar pour son rôle dans le film Table séparée en 1958. À l'époque, Niven avait 18 ans et Margaret en avait 15. Mais ce qui avait commencé comme une romance d'été a rapidement tourné à la crise lorsque Margaret était tombée enceinte. Lorsque les parents de Margaret ont appris qu'elle était enceinte, ils ont été consternés. Plus tard, une domestique s'est souvenue que tout avait explosé. Pour une famille aisée de la haute société en 1928, une fille adolescente non mariée attendant un enfant menaçait non seulement de déshonneur, mais aussi de ruine sociale. Déterminée à éviter un scandale à tout prix, ses parents ont agi rapidement. Margaret a été emmenée à Londres et soumise à un avortement secret, alors que la procédure était encore illégale en Grande-Bretagne. À seulement 15 ans, elle s'est retrouvée prise dans un cauchemar qui devait rester caché au monde. L'expérience a dû être traumatisante, et elle a été tellement enfouie que Margaret l'a complètement omise plus tard dans ses mémoires. Pourtant, de façon remarquable, elle n'a jamais perdu son affection pour David Niven, restant en bons termes avec lui pendant des décennies et assistant même à ses funérailles en 1983, 55 ans après leur brève aventure sur l'île de Wight. Mais si sa famille espérait que cet épisode douloureux apprendrait la prudence à Margaret, ils se trompaient, car de plus grands scandales et des romances bien plus dangereuses l'attendaient encore. En 1930, lorsque Margaret avait 18 ans, elle fit ses débuts à la cour royale de Londres et fut nommée débutante de l'année. Par la suite, elle devint l'une des personnalités mondaines les plus commentées des années 1930 en manipulant habilement les journaux à sensation et en tirant parti de sa beauté. Par exemple, elle apparaissait régulièrement dans les magazines et on commentait souvent son sens de l'habillement et sa coiffure. Avec sa renommée croissante, de plus en plus d'hommes riches et influents cherchaient à attirer son attention. Parmi eux se trouvait Charles Greville, le 7e comte de Warwick, qui devint tellement épris qu'il lui demanda sa main. Margaret accepta et, pendant un temps, il semblait qu'elle était destinée à devenir comtesse de Warwick.
Pourtant, lorsque le moment arriva, elle annula brusquement le mariage, laissant les chroniques mondaines en émoi. C'était un premier signe que Margaret avait peu l'intention de suivre les conventions. En même temps, elle était également liée sentimentalement au prince George, duc de Kent, un fils cadet du roi George V de Grande-Bretagne et l'un des célibataires les plus convoités du pays. Mais Margaret ne restait jamais célibataire longtemps. La rupture de ses fiançailles avec Warwick n'a pas freiné son ascension dans la haute société. Bien au contraire, cela n'a fait qu'ajouter à son charme. À peine un an après avoir rompu avec Warwick, Margaret s'est mariée pour la première fois. Il s'agissait de Charles Sweeney, un golfeur amateur et courtier en bourse issu d'une famille irlando-américaine très riche qui avait fait fortune dans les mines pendant l'âge d'or de la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Elle s'est même convertie au catholicisme romain pour faciliter le mariage, et la cérémonie est devenue l'un des événements mondains les plus commentés de 1933. Cela a paralysé la circulation autour de l'oratoire de Brompton, à Kensington, à Londres, où la cérémonie s'est tenue. L'attention s'est surtout portée sur Margaret. Sa robe de mariée, conçue par Norman Hartnell, un créateur de mode qui avait réalisé des robes pour les femmes de la famille royale britannique, a été largement admirée et reste exposée aujourd'hui au Victoria and Albert Museum de Londres. Cela a marqué le début d'un lien durable avec le glamour et la haute couture. Aux yeux des autres, le mariage semblait tout avoir, richesse, statut et sophistication. Cependant, derrière des portes closes, la relation se détériorait progressivement. L'union allait durer plus de 14 ans, mais selon Margaret elle-même, elle était profondément malheureuse. Charlie ne cherchait qu'une jolie idiote sans cervelle chez une épouse, se plaignait-elle ensuite. Ils étaient en tous les deux infidèles et ont eu de nombreuses liaisons. Puis, en 1943, Margaret a frôlé la mort de très près. Dans un incident qui a brièvement attiré l'attention des journaux, elle est tombée de 40 pieds, soit 12 mètres, dans une cage d'ascenseur. La chute a été si violente qu'elle a failli être tuée. Se rappelant cette épreuve des années plus tard, elle déclara « La seule chose qui m'a sauvée, c'est le câble de l'ascenseur, qui a amorti ma chute. Je dois avoir agrippé ce câble, car on a découvert plus tard que tous mes ongles avaient été arrachés. Apparemment, je suis tombé à genoux et je me suis fendu l'arrière de la tête contre le mur. » Bien que cela semble n'avoir été qu'un accident étrange, Marguerite a eu de la chance de survivre. Le mariage s'est finalement terminé par un divorce en 1947. Ce ne fut pas sans complications cependant, car elle et Charles avaient déjà 3 enfants à ce moment-là, bien que le premier, en 1933, soit né mort-né. Une fille, Frances Helen, et un fils, Brian Charles, sont nés respectivement en 1937 et 1940 et tous deux ont vécu longtemps. Les antécédents obstétricaux de Margaret furent par ailleurs très compliqués, puisqu'elle a subi de nombreuses fausses couches ainsi qu'une naissance d'enfants morts-nés avant la naissance de Frances, conséquence possible de la manière dont l'avortement qu'elle avait subi adolescente avait été pratiqué. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance.
Après l'effondrement de son mariage avec Sweeney, Margaret s'est rapidement fiancée à Joseph Thomas, un banquier texan travaillant chez Lehman Brothers. Malgré tout, la relation n'a pas duré. Avant leur mariage, Thomas est tombé amoureux d'une autre femme et les fiançailles ont été rompues. Margaret a ensuite entamé une brève relation avec Theodore Rousseau, qui était à l'époque le conservateur du Metropolitan Museum of Art à New York. Peu de temps après, elle a rencontré Ian Douglas Campbell, le 12e duc d'Argyll, l'un des aristocrates les plus éminents d'Écosse, lors d'un voyage en train. Ils ont rapidement entamé une relation, et celle-ci s'est tout aussi vite transformée en son deuxième mariage lorsqu'ils se sont mariés le 22 mars 1951. Elle avait 38 ans, il en avait 47. En apparence, le mariage de Margaret avec Argyll et son ascension en tant que duchesse d'Argyll semblaient être une ascension sociale, la séduisante mondaine des années 1930 trouvant enfin le bonheur après son premier mariage raté. Mais comme nous allons bientôt le voir, son deuxième mariage fut encore plus tumultueux. Bien que Campbell fût le descendant d'une famille aristocratique très prestigieuse et qu'il possédait de vastes terres autour du château d'Inverary dans l'ouest de l'Écosse, en réalité, le duché était dans une situation financière très difficile. Le gouvernement britannique a lourdement taxé l'aristocratie après la Seconde Guerre mondiale pour aider à reconstruire la Grande-Bretagne. Cela, combiné à l'alcoolisme, au goût du jeu et à la dépendance aux médicaments sur ordonnance d'Argyll, avait créé de grandes difficultés financières. Bien que Margaret épouse un homme de rang supérieur, c'est la fortune des Wigham qui a évité à Argyll de vendre son château ancestral. Malheureusement, le bonheur conjugal n'était pas au rendez-vous pour Margaret et, au fil des années, le mariage a rapidement sombré dans l'amertume et l'hostilité. Argyll était également violent physiquement et psychologiquement, ce qui a été confirmé plus tard par ses deux premières ex-épouses. Puis, au cours de leur guerre conjugale acharnée, il fit une découverte qui allait déclencher l'un des scandales les plus sensationnels de l'histoire britannique moderne et détruire à jamais la réputation de Margaret. Au début des années 1960, le mariage de Margaret n'existait plus que de nom, et tous deux envisageaient le divorce. Convaincu que la duchesse était infidèle, Argyll décida de prendre les choses en main. Pendant l'absence de Margaret à New York, il fit ouvrir par un serrurier un placard fermé à clé dans leur maison de Mayfair. Une fois à l'intérieur, il découvrit une collection de photographies qui le choquèrent et confirmèrent tout ce qu'il craignait au sujet de sa femme. Il entreprit alors de demander le divorce pour cause d'infidélité de sa femme, espérant également obtenir un règlement financier dans le cadre de la procédure. Lorsque l'affaire fut jugée en 1963, elle suscita beaucoup d'attention médiatique. Comment cela aurait-il pu être autrement, impliquant un des principaux aristocrates d'Écosse et sa femme, l'une des mondaines les plus en vue d'Angleterre depuis des décennies? Cependant, aussi sensationnelle que fut déjà l'affaire, le véritable scandale éclata lorsque Argyll dévoila les photographies qu'il avait obtenues. Du jour au lendemain, ce qui n'était qu'un divorce aristocratique très médiatisé devint une obsession nationale. Parmi les images se trouvaient que des polaroids montrant la duchesse posant nue, à l'exception de son célèbre collier de perles à 3 rangs, en compagnie d'un homme non identifié. Une autre photographie la montrait en train d'avoir une relation sexuelle avec un amant dont l'identité n'a pas pu être déterminée. À une époque où le divorce était déjà suffisamment controversé en soi, cela était particulièrement explosif. L'affaire est ensuite devenue un véritable cirque médiatique, où tous les détails croustillants du mariage chaotique des Argyll ont été exposés au grand public. Les allégations sont alors devenues plus sensationnelles. Le duc a accusé Margaret d'avoir eu des liaisons avec pas moins de 88 hommes. Le chiffre était presque certainement exagéré, mais cela importait peu à une presse déjà enivrée par le scandale. Des rumeurs circulaient sur une liste d'amants présumés, incluant des membres de la famille royale britannique, des aristocrates et des ministres. Parmi les personnes citées figurait Duncan Sandys, le ministre de la Défense et gendre de Sir Winston Churchill. Chaque nouvelle allégation jetait de l'huile sur le feu, et bientôt Margaret fut surnommée la duchesse dépravée. Lorsque l'affaire s'est finalement conclue, le 8 mai 1963, le jugement s'est avéré dévastateur pour Margaret. En accordant le divorce, le juge déclara que les preuves montraient que la duchesse était une femme complètement dévergondée dont l'appétit sexuel ne pouvait être satisfait que par plusieurs hommes, et il condamna son attitude envers le mariage comme étant totalement
immorale. Les remarques largement relayées assurèrent que le scandale la poursuivrait longtemps après la fin du procès. Après des mois de tapage médiatique incessant et d'humiliation publique, la finalisation du divorce a dû être un immense soulagement. Marguerite s'est alors réfugiée dans la solitude, trouvant asile pendant un temps dans un village isolé à la frontière anglo-écossaise. Peut-être que le pire aspect du divorce et du scandale fut la rupture qu'il provoqua entre Marguerite et sa fille Frances. En 1958, Frances avait épousé Charles Manners, 10e duc de Rutland. Marguerite avait fragilisé la relation des années auparavant en insistant pour que Frances élève ses enfants comme catholiques romains, et la rupture s'est accentuée pendant le divorce. Elle ne se parleraient pas pendant plus de 2 décennies, une triste affaire où la mère et la fille se retrouvèrent souvent au même événement mondain à Londres et refusaient jour même de se saluer. Comme mentionné, la vie de Marguerite a été ravagée par l'attention de la presse et le scandale entourant son divorce. Elle a intenté plusieurs procès en diffamation contre des journaux et médias pour la manière dont ils avaient encouvert l'affaire et l'avaient en dépeinte. Ces démarches ont échoué et ne lui ont causé que des préjudices financiers à long terme. D'autres tentatives pour se réhabiliter incluaient l'écriture de ses mémoires intitulées Forget Not, ainsi qu'un livre sur l'art de recevoir, mais ces ouvrages n'ont pas rencontré de succès, son nom restant entaché par les événements de 1963. À la fin des années 1970, Margaret faisait face à de graves difficultés financières. Pour conserver son train de vie luxueux, elle ouvrit sa célèbre demeure de Mayfair au 48 Upper Grosvenor Street aux visiteurs payants. Les revenus étaient insuffisants. Des années de dépenses extravagantes et d'investissements mal avisés avaient progressivement érodé sa fortune, et en 1978, elle fut contrainte de vendre la maison qui avait été son domicile pendant plus de 40 ans. Elle s'est installée dans un hôtel chic où elle a vécu des années, mais incapable de payer ses factures croissantes, elle a finalement été expulsée. En 1991, peu de temps avant sa mort, Margaret s'est finalement réconciliée avec sa fille Frances après une brouille qui avait duré des décennies. Juste 2 ans plus tard, en 1993, elle a fait une mauvaise chute et est décédée peu de temps après, le 25 juillet à l'âge de 80 ans. Elle était sans le sou à l'époque et vivait dans une maison de retraite, sa réputation ne s'étant jamais remise des coups portés 30 ans plus tôt lors de son divorce tristement célèbre. Fait intéressant, elle a été inhumée au cimetière de Brookwood à Woking dans le Surrey, aux côtés de son premier mari, Charles Sweeney, qui était décédé seulement 4 mois avant elle. L'histoire de la duchesse a suscité de nombreux articles de journaux et d'autres couvertures médiatiques de son vivant, et cette infamie a continué à alimenter des discussions et diverses évocations de sa vie dans les années qui ont suivi 1963. Des rétrospectives du procès ont été publiées dans la presse pendant des années, et en 1995, un opéra de chambre sur le procès et d'autres événements de la vie de la duchesse a été présenté au Festival de musique de Cheltenham. La version la plus connue de son histoire reste cependant la série dramatique historique de 2021 A Very British Scandal, qui a reçu un bon accueil critique et mettait en vedette Claire Foy dans le rôle de la duchesse. Ainsi, l'histoire de Margaret continue de susciter l'intérêt du public plus de 6 décennies après son divorce scandaleux. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Margaret Campbell, duchesse d'Argyll. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires ci-dessous, et si vous préférez les personnes scandaleuses ou les Britanniques, faites-le moi savoir également dans les commentaires. Faites-moi savoir si vous avez d'autres suggestions, et j'espère que vous êtes abonnés avec les notifications activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.